Chers amis, cher Jean-Christophe, c'est un vrai plaisir de venir partager avec vous quelques propos sur ce sujet qui me passionne et qui effectivement me fait faire le tour du monde en permanence, qui est la problématique de nos villes et de nos vies. J'ai souhaité, dans ce premier forum Smart City Méditerranée, apporter une vision de l'intelligence urbaine au XXIe siècle sous la forme des regards croisés. Nous sommes dans un territoire, Marseille, qui se trouve également en France, bien sûr, deuxième ville, mais également au cœur de la Méditerranée, point de passage, point de brassage. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Voilà. Donc Marseille comporte, comme toutes les villes de bord de mer, comme en plus le charme méditerranéen le donne, cette intelligence émotionnelle que j'essaye de faire partager dans les diverses villes où je me déplace pour avoir un regard moins technocentrique, moins froid, pour montrer que l'hyperconnectivité et l'ubiquité, c'est au service des citoyens et que les usages et les services citoyens prennent de la valeur quand nous avons une forte identité territoriale entre les citoyens et l'espace géographique dans lequel ils se trouvent. Et Marseille, la métropole nouvelle ex-Marseille, regorge également donc des points d'intérêt. Nous avons donc en dehors du Marseille traditionnel les nouvelles constructions. Nous avons l'arrière-pays, la montagne Sainte-Victoire, où un projet des plus hauts niveaux international est en train de se construire. Je salue Frédéric Chevalier qui porte les projets des camps, qui doit être là. Et effectivement, donc, ça permet de se positionner non pas comme une smart zone avec des champignons magiques, comme on a souvent tendance à vouloir les positionner par rapport à la smart city, mais plus au-delà, comme une ville qui, dans les concerts méditerranéens, fait partie donc de ces lieux de brassage. La Méditerranée, donc Athènes, Dubrovnik, Valette, Malte, donc c'est côté ilien, Lisbonne, mais également donc Istanbul, Rome. Ça fait partie des concerts dans lesquels Marseille est totalement impliquée. Nous avons l'autre rive de la Méditerranée, Beyrouth, Tunis, Izmir, Rabat. Toute cette problématique également territoriale, des tourismes à Izmir, des bâtiments qui sont des navires encore plus grands que ceux de la ville. Mais aussi les drames que nous vivons aujourd'hui en Méditerranée, avec d'un côté les réfugiés qui traversent la Méditerranée donc par des milliers aujourd'hui, et nous avons également la Méditerranée, point côtier important, totalement soumis aux menaces des changements climatiques. Nous savons que donc c'est un des lieux dans lesquels les menaces climatiques sont les plus fortes, la montée des niveaux de mer, des nouvelles maladies urbaines, la tropicalisation des maladies aujourd'hui dans les continents qui autrefois, donc le moustique tigre et la dengue, étaient réservés pour donc, les pays du Sud. Donc c'est cet ensemble-là en fait qui nous amène à nous positionner, nous à Marseille, ville Méditerranée, face aux référents également internationaux qui existent donc également de deux rives de la Méditerranée. Barcelone que je salue, avec son identité territoriale, son identité socioculturelle qui a été construite au fil des années, son urbanisme également qui a permis de la positionner aujourd'hui comme un des pivots au niveau de la politique et Smart City dans le sens de construction d'un environnement socio-territorial. De l'autre côté de la Méditerranée, la bande de Tel Aviv-Jaffa également, avec qui il faut compter. C'est donc aujourd'hui un territoire très étendu, Tel Aviv et Jaffa, qui représente 51% du PIB de la start-up nation. La start-up nation Israël, elle est donc poussée aujourd'hui dans sa créativité, dans son innovation, dans sa manière de se positionner dans la création de valeur par l'écosystème donc, de création de valeur qui est celui de Tel Aviv. C'est aujourd'hui cette bulle qui est accompagnée également, comme on l'appelle, la ville qui ne s'arrête jamais, offre aujourd'hui face à nous un point de passage important également dans notre démarche avec lesquelles nous devons y compter. Mais la Méditerranée, c'est également donc, le point de passage vers l'Afrique, vers un continent d'espoir, vers un continent jeune, un continent dont la moyenne d'âge, effectivement, c'est parfois inférieur donc, à 35 ans. J'étais à Abidjan il y a quelques jours pour une conférence. J'étais ravi de voir cette photo. Je pense que nous avons Stéphane Richard d'Orange qui en parlera cet après-midi. Quand on voit comment les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un instrument, un outil qui permet de ramener non seulement de l'argent, puisque ça a été bancarisé au travers des téléphones, mais un outil pour transformer tous les jours la vie des gens
avec la possibilité de non seulement partager les rêves, mais tout simplement partager la vie de tous les jours. Un free market, une très belle start-up qui aujourd'hui se consolide parce qu'elle a transcendé la monnaie pour devenir des objets, ce qu'on appelle les cash to good. Comment on peut porter des objets un peu partout en Afrique quand on en a besoin au travers d'un système d'utilisation du téléphone comme un réseau mobile. Donc je voudrais dire finalement que cette problématique des smart cities, qu'on soit en Méditerranée ou qu'on soit ailleurs, elle a un sens quand on consacre l'essentiel de nos efforts à la qualité de vie. Qu'on soit un mégalopole, une métropole, qu'on soit une moyenne ville, qu'on soit une petite ville, c'est l'humain qui est au centre. Et on ne sera jugé que sur la qualité de vie qu'on est capable d'apporter à chacun de nos citoyens. J'ai un peu de mal avec. La ville, donc, pour nous, n'est pas un lieu de jeu algorithmique. Ce n'est pas un lieu à simuler pour faire de la prédiction strictement. Tout ça, ce sont des outils qui nous permettent avant tout de capitaliser sur ce qui est la vie et le partage tous les jours. La notion d'espace public est tout à fait essentielle. La manière comme on peut aujourd'hui hybrider les espaces publics pour qu'on puisse créer cette notion d'identité dans un territoire. Tout au long des villes que je peux visiter dans le monde, celles dans lesquelles on réussit une transformation urbaine en profondeur, ce sont celles dans lesquelles on a d'abord créé une identité territoriale très forte avec les citoyens, où la fierté des citoyens d'appartenir à un territoire lui donne cette capacité à s'exprimer, à vivre, à être heureux de partager ces espaces et ces territoires. C'est ce que nous appelons donc avant tout la ville vivante. En sachant qu'avant tout, la ville, dans son ensemble, est soumise à des défis qui sont majeurs. Et les défis, donc, que je les considère essentiellement, donc il y en a 5, un défi social, un défi culturel, un défi économique, un défi écologique, un défi de résilience. Ce sont les 5 défis que nous avons donc d'une ville à l'autre, dans des villes qui sont complexes. J'ai pris cette photo à Hyderabad il n'y a pas longtemps, quand je suis resté 45 minutes coincé dans le débouchon qui est là, et j'ai observé de moi cette pancarte, cette pub qui dit l'obésité est un sérieux désordre métabolique et il faut les traiter avec un programme intégratif. Et j'ai trouvé que c'était une très belle définition de ce que nous avons à gérer tous les jours quand on travaille sur les problématiques urbaines. L'obésité, les désordres métaboliques de la ville, le manque d'une démarche intégrative, fédérative. Parce que finalement, face à nous, c'est une démarche intégrative qui nous permet d'éviter des choses comme celle-ci, des infrastructures. Cette photo, je l'ai prise donc, à Cape Town il n'y a pas longtemps. Une autoroute construite au milieu de la ville qui s'est arrêtée en sa construction pour ne plus jamais être finie et qui sert aujourd'hui des scénarios pour des films de policiers et des voyous, puisque c'est les voyous qui prennent cette autoroute in fine. Mais finalement, donc, ça a été un gâchis, quasiment 15 ans, 20 ans des travaux. Voilà. Je parle également de la ville vivante par rapport à l'identité socio-territoriale. Voilà ce qui arrive quand on perd son identité culturelle. Quand on va à la mer, comme si on venait à Nice ou à Saint-Tropez, quand on veut prendre donc, du soleil, quand on prend du bronzage, et qu'on n'a pas cette culture, on ne sait pas nager, on n'a pas la culture de bronzage, on se retrouve, cette photo, il y a à peu près 15 000 personnes, tous avec des bouées donc, à la plage, pour faire donc, au semblant par rapport à un modèle culturel qui n'est pas le nôtre. C'est pour ça que la ville de Medellín, qui sera cet après-midi avec nous, est exemplaire. Elle a gagné un certain nombre, non seulement des prix, mais une vraie hauteur dans la démarche internationale et mondiale, puisque dans cette place, c'était celle où il y avait les plus de morts au monde, donc par jour. Les gens partaient donc par charrette, puisque c'était la ville de la drogue, c'était la ville des bandes, c'était la ville donc, de la violence. Et aujourd'hui, c'est une ville heureuse dans laquelle la technologie a été mise au service des usages. Le métro câble est un des métros les plus développés au monde. C'est nos téléphériques Poma qui nous permettent d'aller au ski. Et ce n'est pas simplement donc, un métro câble pour se déplacer, ce sont des lieux de vie. C'est-à-dire que toutes les correspondances, toutes les stations, ce sont des lieux de vie également qui contribuent à développer l'inclusion sociale des quartiers qui étaient auparavant déshérités, où il fallait 1 heure pour rejoindre le centre de Medellín, et aujourd'hui, ils font partie de Medellín. C'est ce que j'appelle de mes voeux la ville polycentrique, la ville polymorphique, la ville dans laquelle on a nos services autour des soirs, où il ne faut pas plus de 15 minutes pour pouvoir donc, être en phase avec les besoins que nous avons à subir. Voilà. Donc, je dis aujourd'hui, cette problématique urbaine est celle d'un monde qui change et celle d'un monde qui est en danger. C'est un monde dans lequel l'activité humaine aujourd'hui s'est traduite par
la mise en danger de notre planète. On a dépassé la barre des 400 ppm depuis 2013. La COP21, donc bientôt, sera une des dernières chances que nous avons pour trouver un accord de comment, effectivement, face à l'activité humaine, face à l'urbanisation grandissante, nous serons capables donc de trouver une harmonie avec nos défis écologiques, énergétiques, qui sont aujourd'hui indispensables. Un monde dans lequel nous, Européens, devons prendre également la modestie de notre place dans le monde urbanisé. Face à la croissance, face à 7 milliards et bientôt 10 milliards à l'horizon 2025 d'habitants sur Terre, la courbe de croissance de l'Europe, il y a moins 50 ans et dans 50 ans, reste dans une petite courbe entre 500 et 600 millions d'euros, de 600 millions d'habitants. Ce qui correspond strictement rien qu'au nord des Landes en population. Plus de personnes habitent à l'intérieur de ces cercles qu'à l'extérieur. C'est pour ça que ça nous demande aussi de tenir compte dans une démarche d'internationalisation, dans une démarche de ville globale des villes-mondes, d'aller également en dehors de nos territoires et de nos frontières, de nous confronter à d'autres modèles socio-économiques et culturels, de nous confronter également à d'autres paradigmes, dans une démarche dans laquelle l'attractivité socio-économique de nos villes est un élément important. 60% du PIB mondial sera concentré donc dans 750 villes. 10% de la planète habite aujourd'hui dans 35 villes, c'est-à-dire des villes qui font aujourd'hui autour de 20 millions, 30 millions, voire 40 millions d'habitants, comme ça peut être le Caire, Mexico, Tokyo, Mumbai, Lagos, etc. Ce qui nous amène donc nous à avoir un peu de modestie et à être ouverts au monde et à échanger pour bien se rendre compte en fait que la ville en elle-même, celle que nous gérons tous les jours, est empreinte donc, de cette notion des fragilités qui nous guettent également en permanence. Je dis partout que la ville est un organisme vivant, qu'elle est soumise comme tous les organismes vivants à ses évolutions, aux transformations, qu'elle doit comme tous les organismes vivants respirer. Et un des problèmes qui guettent nos villes aujourd'hui dans le monde par l'activité humaine est que les villes sont en train de s'arrêter de respirer. La problématique de la pollution est un problème majeur qui guette toutes les villes aujourd'hui dans le monde. La problématique de l'eau, la problématique hydrique. 40% aujourd'hui des habitants en zone urbaine dans le monde sont en situation de stress hydrique. Je rentre de la Côte d'Ivoire avec des villes dans lesquelles rien que la moitié de la ville, ce sont des quartiers déshérités avec des gens qui gagnent moins de $2 par jour et n'ont pas accès donc aujourd'hui aux points d'eau. Mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. La Californie, San Francisco, Los Angeles sont en situation également de stress hydrique. Et plus on va avancer dans les problématiques des changements climatiques, plus cette problématique donc, vont être donc, aiguës. La 4e surface de l'eau douce dans le monde de la Aral à gauche n'existait plus. Et à droite, Sao Paulo, 25% de PIB de la 6e puissance mondiale. Aujourd'hui, un stress hydrique total, c'est qu'il crée des tensions entre Sao Paulo et Rio de Janeiro, puisqu'il faut aller monter des barrages encore plus en amont, ce qui génère donc des situations de difficile accès pour Rio, à la place donc, de Sao Paulo. Voilà. Beaucoup de tensions aujourd'hui existent entre les villes également dans le même pays à cause de cette problématique donc, de stress hydrique. Et l'immobilité, comme on le voit. Lagos, je dis souvent cette photo, c'est pas un bouchon, il appelle ça un go slow, parce que c'est un écosystème de vie, de business. À droite, c'est un bouchon qui a duré 15 jours à la sortie de Beijing jusqu'à Ulaanbaatar. C'est 15 jours dans lesquels les gens sont restés coincés. Là, il n'y avait pas d'écosystème. C'est le mode de vie de vouloir avoir une voiture, une 4x4 avec un gros coffre noir, blindé, et pouvoir donc sortir à la campagne. Ce que j'appelle les miroirs flous, qui, effectivement, donc, dont lieu à des comportements comme celui-ci, qui, quand on le voit à l'égard d'il y a 25 ans, quand j'allais en Chine et que là, 80% des gens étaient en vélo, ça représente quand même un choc culturel d'un système urbanisé, quand nous, en Europe, aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche de vouloir fermer donc, les voitures, les diesels, et de donner de la place donc, aux gens en vélo. La problématique énergétique aujourd'hui pour nos villes est un problème majeur. Vous le savez donc ici, en région PACA, de manière absolument importante, puisqu'on a une difficulté également donc, face aux ressources naturelles. Et j'ai dit l'aléa, ce qui ne doit jamais arriver et qui néanmoins donc, arriva. Donc j'ai dit, nos problématiques urbaines aujourd'hui nous demandent de faire face, citoyens et acteurs, autour donc de la gouvernance qui existe et la démocratie, à ces défis majeurs pour pouvoir donc, construire un environnement donc, de nature différente. Mais nous sommes en Europe en situation de crise. Le monde occidental est en crise et lui, il touche les villes. On a vu il y a quelques jours la manifestation des maires qui protestaient
puisqu'ils demandaient donc un meilleur traitement par rapport aux ressources qu'ils ont. Et j'ai dit aux maires que je fréquente au niveau international, oui, il y a de la lumière au bout du tunnel, dans la mesure où on soit également en capacité d'avoir une approche transversale de l'innovation urbaine. Il faut rompre les silos également qui sont liés à des années d'organisation verticale entre la voirie, entre les services, entre les mondes numériques, entre les mondes également qui gèrent les écoles, etc. Il faut avoir une approche beaucoup plus ouverte, beaucoup plus transversale de l'innovation urbaine. Et in fine, il faut que les leviers puissants qu'est l'innovation technologique soient avant tout au service de l'inclusion sociale et qu'on soit également capable de mettre en cause les paradigmes des infrastructures urbaines que nous avons dans nos villes européennes, dont certaines remontent à il y a un siècle et aussi à peine à l'après-guerre. Nous devons mettre en cause les infrastructures urbaines qui existent, les grandes avenues, les grandes voies rapides également qui fonctionnent dans les villes, pour se positionner vraiment aujourd'hui dans un monde dans lequel le numérique est venu bouleverser profondément nos vies. Que ce soit le numérique, la géolocalisation, le smart device, l'Internet des objets. Aujourd'hui, le challenge principal, c'est de réussir que cette technologie soit au service des usages. C'est ce que j'appelle l'hybridation sociale ubiquitaire, pour qu'elle ne soit pas des zombies geeks. On a été toujours un zombie geek au travers de l'histoire. La page de gauche montre bien, et en plus très peu féminisé. À droite, c'est beaucoup plus féminisé, mais ça reste quand même cette difficulté à créer des liens sociaux. Donc, les puissants outils qui est le numérique doit être donc un levier majeur. On doit regarder la lune des usages et des services et pas le doigt du numérique qui montre cette lune, comme les raconte la fable zen, donc de la lune et de celui qui montre les doigts. Les sages regardent la lune des usages et des services, les idiots regardent les doigts du numérique qui les montrent. Donc poussons le numérique à fond, mais hybridons-le, c'est-à-dire il faut l'enraciner totalement dans la vie de tous les jours. La nouvelle génération des réseaux sociaux est en train d'arriver, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux d'hyper-proximité, c'est qui sont au service donc des petites annonces comme avant il y avait à la boulangerie, c'est qui sont au service de l'économie collaborative, c'est qui sont au service de l'économie du troc, c'est qui sont au service de connaître son voisin, de créer des liens sociaux, d'aller boire un coup, de prendre l'apéro avec lui, de s'intéresser à lui. Soyons ouverts aux révolutions technologiques qui sont devant nous. La révolution numérique, elle est déjà devant nous, mais il y a d'autres révolutions technologiques qui sont avec nous aujourd'hui. La nanotechnologie, la biosystémie qui change les relations de nous avec notre corps. Plus de la moitié des couches, il y a plus de couches vendues aujourd'hui à Tokyo pour des personnes âgées que pour des bébés. Nos villes vieillissent. Nous avons une population également dont sa démographie est à l'inverse de l'Afrique. Et donc aujourd'hui, plutôt de plus en plus vers les troisième âge, voire vers les quatrième âge. Ça impacte également la manière comme nous le vivons. Et vous, à Marseille, les endroits où vous faites beau, vous y êtes confrontés parce qu'on a une population de plus en plus âgée qui vient s'installer ici. C'est pour ça que je plaide partout où je passe pour que les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs dans les territoires, autour du design du service, construisent une école de pensée dans laquelle on pense design, on pense service, on pense usage. Et alors, l'ubiquité, le monde digital, le monde physique seront en phase pour aller vers des nouveaux paradigmes dans nos villes, des nouveaux paradigmes qui sont ceux de l'économie partagée, de l'économie collaborative, de l'innovation, des nouvelles métropoles, d'un service public qui travaille en harmonie avec les secteurs privés, des citoyens impliqués dans la vie, de la démocratie participative, de l'écoute également des citoyens, de l'exercice de son pouvoir localement, des budgets participatifs, des projets qui peuvent être montés avec eux. C'est ça qui permettra l'émergence, non pas d'un blablacar, mais d'une centaine de blablacars. On ne peut pas se contenter de dire qu'aujourd'hui, on a un des leaders mondiaux des covoiturage qui est issu donc en France, qu'on ne peut pas se contenter de dire on a un Criteo qui s'est imposé aujourd'hui au niveau international dans le marketing technologique issu de la recherche française. Nous avons besoin d'enraciner dans les territoires de l'attractivité économique, de la création des valeurs, de la création des entreprises, les soutiens à l'écosystème de l'innovation, l'écosystème de la formation. Nous avons besoin d'amener nos jeunes à vivre des expériences dans des lieux de vie, dans des lieux de partage. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je soutiens totalement le projet VCamp, puisqu'il est bâti autour de construire de l'expérience au plus haut niveau international pour montrer que le génie français est capable également de sortir non seulement des terres, des beaux bâtiments qui se font dans la nature de la montagne Sainte-Victoire, mais au-delà encore, qu'on est capable de produire de la valeur et qu'on est capable de créer des plateformes qui seront
en capacité d'aller vers des nouveaux modèles économiques. Les modèles du Uber, pour lesquels on discute de temps et temps, je l'ai dit souvent, je n'ai pas le temps de développer, mais cherchez donc sur Internet. Le succès de Uber, c'est le succès de Uberg, avec un G, c'est-à-dire une plateforme de modélisation des comportements des citoyens dans un territoire par rapport à une démarche de mobilité. C'est tout le travail sociologique, culturel, mathématique qui a été développé par Uber autour de la plateforme Uberg qui a permis de mobiliser la manière comme quelqu'un voudrait se déplacer au centre de sa ville. C'est cette plateforme-là qui a été construite, c'est celle qui fait son succès et celle qui aujourd'hui bouscule le modèle économique avec Uber Pop, mais il n'y a pas que Uber Pop, il y a Uber Full aujourd'hui qui existe, il y a également UberX et d'autres services. Demain, ils pourront livrer des pizzas ou livrer des fleurs, ça sera issu de la même plateforme qui est avant tout une plateforme tirée et tournée vers la modélisation socio-territoriale des usages. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut réfléchir ville des partages. Il faut réfléchir ville collaborative. Il faut réfléchir nouvelles manières de consommer, d'échanger, des biens et des services. Il faut réfléchir profil de confiance. Il faut réfléchir nouveaux modèles des réseaux sociaux. Il faut réfléchir également être décalé, être capable d'oser et être capable d'inventer dans un territoire avec un nouvel écosystème. In fine, Saskia Sassen, sociologue américaine, l'a dit, quand elle a théorisé les villes globales, les villes-mondes, les villes qui se relationnent entre elles au-delà des États, les villes qui prennent leur aise par rapport à l'État, pendant longtemps, la technologie a hacké nos vies. Et le tournant du XXIe siècle, c'est quand la ville et nos vies hackent la technologie. C'est à ce moment-là que les villes deviennent des plateformes vivantes et ouvertes pour que le défi social, culturel, économique, d'écologique et de résilience, pris à bras-le-corps, nous permet alors de transformer, avec tous les outils que nous avons à disposition, et parmi eux le numérique, la manière comme nous construisons de la valeur. Donc soyons innovateurs, soyons créateurs, soyons irrévérents, soyons décalés. Vous êtes dans un territoire rebelle, gardez-le, poussez-les à fond, soyez-vous, mais également soyez ouverts vers le monde et allons ensemble vers des nouveaux modèles économiques, vers des nouveaux modèles d'usage, vers des nouveaux modèles de création de la valeur. Merci.